Alors, ce soir, on reçoit Denis Robert Dufour, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisqu'il avait déjà fait des conférences ici. Il a été fellow résident à l'Institut d'études avancées de Nantes. Il a été professeur à l'Université Paris 8. Il a dirigé un programme au Collège international de philosophie. Et il a publié de nombreux ouvrages, dont le dernier dont il va nous parler, puisque c'est le sous-titre. Oui. Mais on n'en a pas parlé, c'est le sous-titre de son dernier bouquin qui s'appelle « Baise ton prochain ». Donc, tu n'as pas osé l'annoncer, mais il nous expliquera pourquoi. C'est l'inverse de « aimez-vous les uns les autres », quoi. Là, c'est « baise ton prochain » plutôt que « aime ton prochain », sous-titré « Une histoire souterraine du capitalisme ». C'est publié chez Actes Sud. Alors, dans les grands bouquins de Denis Robert, il y en a plein, hein, L'art de réduire les têtes, Le divin marché, La cité perverse, le délire occidental, Pléonexie. Alors moi, il y en a un qui m'avait passionné, mais c'est le plus ancien, peut-être, enfin dans la liste, en 1990, Les mystères de la Trinité chez Gallimard, qui est un très grand ouvrage, je vous en recommande la lecture, au-delà de ce dont tu vas parler aujourd'hui, en complément, ce grand livre. Et puis un livre qui fait écho aussi à l'actualité, Le Code Jupiter, oui, qui renvoie à Jupiter, bien sûr, Philosophie de la ruse et de la démesure, sous un pseudonyme, chez Équateur en 2018. Voilà, alors ce soir, tu vas nous parler de l'histoire souterraine du capitalisme, et puis José Emilio, que je présenterai tout à l'heure, qui est fellow associé en ce moment professeur d'histoire en Argentine, qui sera le discutant pour enclencher la discussion avec le public. Donc je te cède la parole, une 50aine de minutes, compte tenu de nos contraintes. Grand merci Pierre, merci de me recevoir ici, merci à l'IEA. Donc tu as rappelé un peu, effectivement ça fait 10 ans que j'étais fellow, bientôt 10 ans. Alors effectivement je voudrais vous présenter un travail récent que j'ai publié donc dans ce livre au titre, disons, qu'on me dit provocateur, donc baisse ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme. En fait, c'est pas du tout provocateur, c'est un travail de théologien que j'ai fait. Je suis théologien. Théologien, pourquoi ? Parce que je travaille sur le premier commandement, donc de la religion dans laquelle nous sommes depuis maintenant, à mon avis, 3 siècles. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Et que j'ai appelé dans un autre livre que tu as cité, donc Le divin marché. Alors, ce texte, une histoire souterraine, vous allez comprendre pourquoi je dis souterraine, parce que cette étude que j'ai publiée part d'un texte oublié d'un dénommé Bernard de Mandeville. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu son nom. Bernard de Mandeville, donc 1670-1733. C'est un philosophe et, comme on disait à l'époque, médecin des passions ou médecin des passions de l'âme, qui a fait ses études donc dans ce qu'on appelait à l'époque les Provinces-Unies, c'est-à-dire Pays-Bas, Hollande, et qui a passé un diplôme de philosophie sur Descartes et un diplôme de médecine et qui est parti en Angleterre, à Londres, vers 1695. Et il y a exercé donc le métier il a écrit toujours des textes de philosophie, mais il a exercé le métier de médecin des passions de l'âme. On dirait psy aujourd'hui. Et de fait, je crois qu'on aurait raison de dire psy parce que Mandeville est un incroyable précurseur, ce qui a été extrêmement peu mentionné, et ça m'a toujours beaucoup surpris que ça soit si peu connu, parce que je dirais que le véritable inventeur 2 siècles avant Freud de ce qu'on appelle la cure de parole, talking cure, c'est Mandeville. Il a publié en 1711 un livre qui s'appelle Traité des passions hystériques et hypocondriaques. Je vous donne le titre en français parce que il a été traduit en français il y a quelques années et c'est un texte complètement extraordinaire puisqu'on voit le psy donc qui parle avec ses patients dans le livre et qui répond donc à leurs questions. Et il y a un moment donné, c'est avec un patient homme et une patiente femme, et l'homme lui demande mais comment on va mieux, et comment faites-vous pour nous guérir? Ça a l'air, on comprend pas très bien ce que vous faites. Et il dit mais c'est très simple.
Il suffit de laisser parler les gens qui ont des souffrances nerveuses, comme on disait aussi à l'époque, c'est-à-dire psychiques, on dirait aujourd'hui, autant de temps qu'il le faut et dans leur propre idiome. C'est l'invention, véritablement, 2 siècles avant Freud, de la talking cure. Et c'est une nouveauté absolue, parce que vous avez sûrement souvenir des médecins de Molière. Donc, il fallait faire des saignées, faire des purges pour le garer, répurgarer, etc., en latin, parce qu'il fallait, en plus, jargonner absolument latin. Tu connais bien tout ce chant. Il fallait absolument jargonner latin. Or là, c'est fini. Il faut que les gens parlent dans leur propre idiome, et autant de temps qu'il le faut. Voilà, donc c'est un psy, c'est le Lacan de Londres des années 1700. Voilà ce que je pourrais dire, le Lacan de Londres, parce que Lacan était donc à Paris 2-3 siècles plus tard. Bon. Alors, il a publié donc en 1714 2 textes qui contiennent une réponse possible que je fait beaucoup travailler à une question, à l'époque, tout à fait cruciale. C'est celle de savoir comment on sort le monde de l'état de pénurie et de rareté où il se trouve, et pour le faire passer à l'état d'abondance. Voilà tout simplement la question qu'il cherche à résoudre, et c'est une question qui a déjà été débattue avant lui, par exemple par un dénommé Thomas Hobbes, philosophe anglais lui aussi, vers les années 1650, qui a écrit donc le fameux Léviathan, qui donc explique que l'état du monde, c'est l'état de rareté, et cet état de rareté provoque une lutte de chacun contre chacun, ou de tous contre tous, pour l'appropriation des rares biens qui existent. Et évidemment, la lutte de chacun contre chacun, ça produit, c'est là ce que dont sort la fameuse formule, l'homme est un loup pour l'homme, et pour obvier donc à cet état de guerre civile, il faut quelqu'un au-dessus de la mêlée qui se saisisse du pouvoir pour confisquer donc le pouvoir à chacun de pouvoir faire cette guerre, et s'accapare donc l'ensemble des pouvoirs. Et donc la solution de Hobbes, c'est pas du tout de résoudre la question de la rareté, c'est de résoudre la question que la rareté provoque, c'est-à-dire la guerre civile, et on la résout en faisant appel aux tyrans qui, d'une certaine façon, coagulent les différentes luttes individuelles et confisquent donc le pouvoir donc de la force à son profit. Ce qui a évidemment une conséquence grave, c'est qu'il faut alors que chacun abdique, dit Hobbes, du droit que la nature donne à chacun de pouvoir vivre selon son propre régime, pour déléguer ceci, donner ceci aux tyrans. Alors, c'est cette question que Mandeville reprend dans ses 2 textes de 1714. Pour que vous ayez une idée de ce dont on parle quand on parle de l'état de rareté ou l'état de pénurie, je vais vous donner quelques chiffres qui valent pour la période 1700. J'ai été les chercher chez Piketty, dans son dernier ouvrage paru, donc Capital et idéologie. Parce que Piketty, c'est très significatif, donne des chiffres sur 1700, donc à l'aube du capitalisme, et sur 2020, aujourd'hui. Donc, en 1700, il y a 650 millions d'habitants dans le monde. Le revenu moyen, je dis bien moyen par tête, est d'environ 80 € par mois. L'espérance de vie est de 25 ans environ, et à peine 10% de la population mondiale est alphabétisée. Voilà l'état du monde en 1700, donc état de rareté et de pénurie. Or, les 2 textes que je vais présenter de Mandeville proposent une sorte de remède qui sera finalement adopté
Et donc, ce remède est exposé dans 2 textes. Le premier, c'est le plus connu. Il s'appelle « La fable des abeilles ». Fable, pourquoi? Parce que Mandeville a été le traducteur en 1705 à Londres de 30 fables de La Fontaine, donc il sait comment écrire des fables, et il lui est resté avec l'idée qu'il fallait qu'il écrive sa propre fable. Il avait pris le tour de main de la fable, c'est pas si facile, de versifier, de construire, donc dans le style de la fable. Il a compris comment ça fonctionnait du point de vue de l'écriture, du point de vue littéraire, et donc il décide d'utiliser ce savoir pour le mettre au service de l'idée qu'il veut défendre. Alors, cette fable, pour le dire rapidement, est organisée en 2 parties. Dans la première partie, donc c'est une ruche, et la ruche est riche. Pourquoi la ruche est riche? Parce que chaque habitant de la ruche est un peu voleur, un peu larron sur les bords. Le juge, pour régler les affaires entre les individus, propose des commissions, prélève des commissions au passage pour arranger celui qui paye un peu. Et donc toute la société fonctionne à l'avenant, avec donc des poches d'argent qui se créent et qui finissent de toute façon par se déverser dans le reste de la société, parce que cet argent, il faut bien le dépenser. Quand vous êtes un juge qui a donc prélevé beaucoup d'argent, et que vous avez à un moment donné un petit pactole, eh ben, vous faites construire une belle maison, donc il faut un bon architecte, donc il faut de bons artisans, donc il faut de bons décorateurs, il faut de bons menuisiers, etc. Et donc l'argent revient de cette façon-là dans le reste de la société. On dirait aujourd'hui que ça ruisselle. Voilà, c'est là l'origine de la théorie du ruissellement. Elle est chez Mandeville. La seconde partie de la fable, c'est que les habitants de la ruche se sentent tous un peu coupables. N'oubliez pas que Mandeville est psy, et donc il sait quelque chose de la culpabilité qui habite tous les individus, et donc les gens se sentent un peu coupables d'être un peu larrons comme ça et voleurs sur les bords. Donc ils ne peuvent plus supporter cette culpabilité, et du jour au lendemain, eh bien, ils décident, les malheureux, de devenir honnêtes. Deuxième partie de la fable, plus ils sont honnêtes, plus la ruche dépérit, les métiers disparaissent, les métiers d'art, etc. Bon, je passe tous les détails, je vous renvoie à la lecture de cette fable qui fait 10-12 pages que vous trouverez sur l'internet, et la ruche se trouve donc réfugiée dans le creux d'un arbre et devient l'objet de toute une série de prédateurs autour. La ruche donc dépérit et disparaît. Alors, je vous ai parlé des fables de La Fontaine. Mobilisez un peu vos souvenirs d'enfance. Dans les fables de La Fontaine, il y a ce qu'on appelle des maximes. Des maximes ou des morales. Et dans la fable des abeilles de Mandeville, il y a une maxime, une morale. Elle dit tout simplement ceci. Les vices privés, donc les vices privés, c'est avidité, luxure, luxe extravagant, tout ce que vous pouvez imaginer comme vices privés, les vices privés font la vertu publique, c'est-à-dire font la richesse publique. Donc il faut laisser aller les vices privés à leur finalité, parce que finalement, contrairement à ce qu'on pouvait croire, c'est bon pour tout le monde. Or, vous savez que, évidemment, encourager le vice à cette époque, aujourd'hui ça ne poserait plus aucun problème, mais à cette époque ça posait encore quelques problèmes, parce que c'était donc le risque d'apparaître comme diabolique. Et c'est ce qui est arrivé à Mandeville dès la deuxième édition de son texte, c'est en 1723, dès la seconde édition. Son texte est jugé et confisqué par le grand jury du Middlesex, qui confisque son texte, interdit la lecture, le condamne, etc., etc.
Quand le livre est publié à Paris en 1740, il est mis à l'index et brûlé par le bourreau sur la place de Paris. Et on transforme alors le nom de Mandeville en Man Devil, l'homme du diable. L'homme du diable parce que, donc, il incite ses contemporains à laisser leurs vices se déployer jusqu'à leurs dernières conséquences. Le second texte, alors lui, le second texte, il est aujourd'hui complètement oublié. Je pense véritablement avoir fait une découverte avec ce second texte. C'est très simple, hein, ma découverte. C'est parce que, il y a 2 ans, un grand éditeur français m'a demandé de publier directement en poche 5 textes de Mandeville. Donc, c'est chez Agora Pocket. J'ai donc publié, fait un choix des textes de Mandeville, et pour faire un choix, j'ai relu tout Mandeville. J'ai fait aussi une présentation d'100 de pages sur quelques éléments biographiques, la pensée de Mandeville, la réception de Mandeville, et aussi la non-réception, c'est-à-dire l'oubli de Mandeville, l'oubli où se trouvait donc Mandeville, se trouve Mandeville à notre époque. Et donc, en relisant tout Mandeville, je suis tombé sur un 6e texte de 12 pages, un tout petit texte. Et quand je suis tombé sur ce petit texte, je me suis dit, celui-ci, je ne le publie pas, je vais en faire quelque chose de spécial. Je vais en faire quelque chose de spécial, je vais en faire un essai. Et c'est finalement donc ce livre qui est sorti, Baisse ton prochain. Pourquoi il est spécial? C'est parce que il contient, je dirais, le mode d'emploi politique pour faire passer une idée si scandaleuse, donc de laisser aller les vices à leur finalité. Pour que cette morale, entre guillemets, cette morale amorale, passe sans qu'elle provoque donc de soulèvement, il faut faire en sorte que les individus se tiennent tranquilles. C'est ça, l'art de gouverner mis au point par Mandeville. Et c'est un art de gouverner extrêmement intéressant parce qu'il apparaît beaucoup plus retors, presque 2 siècles après, que celui de Machiavel, vous allez voir. Et donc, ayant beaucoup travaillé sur ce texte, je tiens, donc autant vous en avertir tout de suite, ces 2 textes comme constituant ce que j'appellerais le logiciel du capitalisme. D'une part, donc, la fable dit que du mal peut sortir le bien. C'est nouveau, parce qu'avant, il n'y avait que le bien qui pouvait engendrer le bien. Quant aux recherches, donc ce texte s'appelle « Recherche sur les origines de la vertu morale ». Elles contiennent donc le programme politique pour appliquer ce postulat scandaleux. Alors voici, suivez-moi bien, s'il vous plaît, le déroulé de l'argument des recherches, l'art de gouverner que Mandeville propose pour faire passer cette idée scandaleuse. Donc voilà comment ça se passe. Si l'on veut que les hommes, égoïstes par nature, se tiennent tranquilles, il faut les amener à modérer leurs appétences. Freud dira 2 siècles plus tard exactement la même chose dans un texte de 1929, Malaise dans la civilisation. Pour modérer les appétences des hommes, il y avait avant le joug. Souvenez-vous de ce que je viens d'expliquer sur Hobbes, le tyran, le Léviathan qui tenait tout le monde tranquille. Mais il y a eu entre-temps la Révolution anglaise de 1689 qui a posé globalement les fondements de la démocratie. Donc, ce n'est plus le joug qu'il faut employer, c'est autre chose. Et cette autre chose, c'est tout simplement la ruse. La rébellion. Oui, alors ça, c'est les rébellions. Oui, ça, c'est oui, ça, c'est les rébellions, et puis suivi de la révolution, donc voilà. Avec les levelus, etc. Donc, c'est la ruse qu'il faut employer. En effet, aucun argument raisonnable ne saurait persuader les hommes de suivre cette sage recommandation de modération.
Pour qu'ils consentent à obéir aux lois, il ne reste donc, c'est la rançon de leur égoïsme, qu'à les payer. Si vous vous calmez, je vous donne ceci. Mais comme ils sont nombreux et qu'il n'y aurait jamais assez d'argent pour tous les rémunérer, il faut les dédommager avec une monnaie qui ne coûte rien. Sinon, un peu de vent. C'est en effet en parole qu'il faut les payer, avec des flatteries célébrant l'étendue de leur entendement, leur merveilleux désintéressement personnel, leur noble souci de la chose publique. Et cette façon de circonvenir les hommes, utilisant ce qu'il faut bien appeler le fantasme de leur vertu, vous voyez que vous reconnaissez le psy, constitue pour Mandeville l'essence du politique, le cœur de l'économie politique en démocratie. Seule, selon lui, cette politique de la flatterie est susceptible de pouvoir faire vivre les hommes ensemble en les contraignant à modérer leurs appétences. Des flatteries, donc, parce que les individus, comme vous allez le voir bientôt, ne sont pas là où ils pensent. Ils sont égoïstes et cupides, et ils veulent apparaître vertueux. Il y a une différence dans le être cupide et le apparaître vertueux. Et ils peuvent apparaître vertueux aux yeux des autres à un point tel qu'ils finissent parfois à devenir eux-mêmes vertueux. Donc de cette politique de la flatterie, il en résulte deux classes, non pas au sens sociologique du terme, mais plutôt au sens psychologique. Il y aura un petit nombre auprès de qui cette politique de la flatterie ne sera pas efficace, et ils composeront une classe d'individus courant sans cesse derrière les jouissances immédiates, et on les appelait alors les scélérats. Et ils ne pensent qu'à leur avantage personnel. C'est donc la classe dangereuse qui est composée des bandits, des voleurs, des proxénètes, des prostituées, des mendiants, des trafiquants, etc. Mais cette petite classe vile d'irréductibles est fort utile, car elle agit comme un répulsif qui permet la création en regard d'une large classe vertueuse, entre guillemets, composée de ceux qui pourront se targuer d'avoir réussi là où les premiers ont échoué. C'est toujours ça de gagner, une large classe vertueuse, entre guillemets, tenue par la flatterie. Nous voici donc avec deux classes. Mais c'est là où le génie de Mandeville s'exprime. Il montre que ce qu'on pourra appeler une manipulation politique n'a qu'un but: créer une troisième classe invisibilisée, composée, dit-il, the very worst of them. Il parle des hommes. The worst of them. Les pires d'entre les hommes. Donc une troisième classe composée des pires d'entre les hommes, ce qu'on appellerait aujourd'hui des pervers, qui se caractérisent, pervers parce qu'ils sont sur deux positions en même temps. Ils se caractérisent de simuler l'abnégation, en parlant comme ceux de la classe vertueuse, et de dissimuler leur penchant avide, qui les rattache à la classe vile, en prônant donc le bien public. Il s'agit donc pour cette troisième classe de faire semblant d'obéir à la loi dans un double but: profiter du prestige des vertueux et surtout tenir tout le monde tranquille afin d'en tirer tous les bénéfices possibles. Il forme donc, dit Mandeville, cette troisième classe d'ambitieux qui récolte tous les bénéfices, qui fait tourner les affaires et qui, grâce à ce double jeu,
cette classe peut gouverner avec facilité. Il leur suffit en effet de prêcher l'esprit de dévouement au bien public, en prônant, par exemple, on dirait aujourd'hui la croissance, qui profite à tout le monde, pour mieux contraindre à l'abnégation et à l'honnêteté forcée tous les autres, en les faisant au besoin bêler de concert contre, par exemple, la corruption. Ce qui permet ainsi de les faire travailler à leur service afin de récolter tranquillement tous les fruits de leur labeur. Donc vous voyez, c'est ça tout le raisonnement mandevillien, toute la construction mandevillienne. Et donc le psy Mandeville peut donc être crédité, premièrement, de l'invention de l'inconscient. Pourquoi ? Parce qu'il dit très littéralement ceci dans les recherches. Les hommes ne sont pas là où ils pensent. Vous savez ce qu'il disait. Ils se pensent vertueux alors qu'ils sont cupides. Donc les hommes ne sont pas là où ils pensent. Et cette invention de l'inconscient a été immédiatement utilisée pour manipuler ceux qu'on pourra appeler les névrosés, les braves névrosés, en leur servant leur fantasme préféré, je suis vertueux, ce qui est aussitôt mis à profit par les pervers de la troisième classe. Voilà la construction mandevillienne. Et c'est donc, à mon avis, à une révision drastique de nos connaissances que ce petit texte invite. L'invention de l'inconscient, la logique du fantasme et le fonctionnement de la perversion ne datent pas de Freud en 1900, mais sont antérieurs de 2 siècles avec Mandeville. Et leur compréhension et leur utilisation sont en fait contemporaines, c'est ça qui est très important, de la naissance du capitalisme et a d'abord servi à tenir les hommes en bride. Vous voyez donc la grande force de Mandeville, c'est d'avoir compris comment des éléments venus de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie psychique allaient et pouvaient être mobilisés dans l'économie politique et dans l'économie marchande. C'est déjà pas mal pour quelqu'un du début du XVIIIe siècle. Et c'est pas tout. Parce que il y a le coup de grâce. Et c'est vraiment le cas de le dire, parce que Mandeville entre alors dans le plan théologique. C'est tout simplement une nouvelle religion qu'il avance et qu'il annonce. Une nouvelle religion qui bouscule les prêches classiques sur le bien et le mal, vous avez entendu, car cette élection, disons des salauds, les pires d'entre tous, worst of them, pourrait bien, en définitive, tenez-vous bien, être voulu par Dieu lui-même. En effet, si Dieu a fait les hommes imparfaits, cupides, menteurs, ce pourrait bien être, selon Mandeville, à dessein. Ce que Mandeville suggère donc, c'est que le temps des hommes saints, ou supposé tel, est révolu, terminé. Il faut confier son destin au pire d'entre les hommes, ceux qui veulent toujours plus, quels que soient les moyens employés, car c'est la seule voie possible pour que la richesse s'accroisse et de là ruisselle sur le reste des hommes. Ce qui permettra à un certain nombre d'entre eux d'atteindre le bonheur temporel, c'est-à-dire le paradis sur terre. Vous entendez bien, j'espère qu'il est clair que cet ensemble de thèses ne doit pas être dévoilé au grand public, car il divulgue en quelque sorte la manipulation dont devait être victime justement le plus grand nombre. Et de fait, ces textes de Mandeville ont été occultés. Je passe là-dessus. Combien de temps il me reste ?
22 minutes. Oh, c'est bon. Donc, quadruple occultation des thèses de Mandeville. Premièrement, elles sont vouées à être inentendues, car elles disent que ce à quoi nous tenons le plus, notre image altruiste, est inauthentique, que notre vertu est toc. Donc, on ne veut pas entendre ce que dit Mandeville. Deuxièmement, on aidera à cet oubli en brûlant les livres, je vous l'ai dit, de Mandeville dans toute l'Europe, ce qui est un excellent moyen de faire disparaître ces thèses. Troisièmement, un dénommé Adam Smith, 1723-1790, tout en reconnaissant l'apport de Mandeville, sera à la tâche pour le troisième refoulement de Mandeville. Il fera du Mandeville sans Mandeville. Par exemple, il reprendra le grand principe mandevillien en bannissant le mot « vice » et il le remplacera par celui d'apparence plus neutre de « self-love ». Et il écrira donc un autre traité, le traité à côté de son traité fameux donc sur la richesse des nations, le traité de la théorie des sentiments moraux, qui privilégiera la notion de sympathie, sans jamais dire comment cela se combine avec l'égoïsme, avec le impliqué par le self-love. Quatrièmement, cette occultation de Mandeville sera plus d'un siècle après Smith parachevée par Max Weber dans son fameux ouvrage « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Premières éditions en 1704-1705 et ensuite tout ça est réuni en un livre en 1920. Il se trouve que Max Weber a beaucoup travaillé sur donc les sectes protestantes qui pratiquaient l'ascétisme, le calvinisme, le piétisme, le méthodisme, les sectes baptistes. Et curieusement, à cette époque-là, fin XVIIe siècle, XVIIIe siècle, et curieusement, il oublie un auteur majeur qui pourtant affichait son calvinisme. Par exemple, Mandeville était calviniste, puisqu'il affirmait donc que la nature humaine, vous l'avez entendu, après la chute, ne pouvait être que viciée. Et un auteur donc qui avait travaillé sur la formation de la richesse, donc Mandeville. Et qui dira l'exact contraire de Weber. Ce n'est pas la vertu, mais le vice qui se trouve à l'origine de ce que, à partir de Marx et Engels, on appellera le capitalisme. Alors je crois que s'il faut réintroduire Mandeville dans les circuits de pensée et le sortir des occultations qui ont fait oublier jusqu'à son nom, c'est qu'il dit sans aucun phare les conditions dans lesquelles le capitalisme a été créé et qu'il révèle en quoi le capitalisme a constitué ce que j'appellerais un tournant pervers dans la civilisation. Ce tournant pervers, préconisé par Mandeville, n'a fait que s'amplifier avec l'apparition de la forme actuelle du capitalisme. Non plus le capitalisme industriel, mais le capitalisme financier, lequel résulte directement de l'action des nombreux think tanks créés par la Société du Mont Pèlerin. Ce capitalisme financier, je vais y revenir, expose crûment son fétichisme de l'argent. Un mot sur la Société du Mont Pèlerin. Elle a été créée en 1947 par un éminent penseur qui s'appelle Friedrich Hayek, qui était entouré de 35 membres lors de sa création, dont 8 reçurent ensuite le prix dit Nobel d'économie. Hayek, donc, c'est un penseur d'origine viennoise, très érudit, économiste, philosophe, psychologue, historien, politologue. Et il visait quoi ? Eh bien, il visait à reconstruire le libéralisme à partir de fragments perdus de vue ou mal entendus depuis 2 siècles. Et il y a tellement bien réussi
qu'il est devenu le chef de file de l'école dite néolibérale de Chicago, revendiquant le libre marché et le monétarisme, avec Milton Friedman, et s'opposant donc à toute régulation. Or, ces fragments décisifs, Hayek explique qu'il les a trouvés dans les propositions venues de qui? Eh bien, venues de Mandeville, qu'il a tout simplement présenté comme le mastermind, c'est-à-dire le grand esprit, le maître à penser. Il a prononcé d'ailleurs en Angleterre, devant la British Academy, dans les années 60, une communication qui s'appelle Mandeville Mastermind. Donc voilà la réintroduction de Mandeville après 2 siècles d'occultation, qui est devenu donc le chef de file, enfin le maître à penser de cette école néolibérale de Chicago. Et à partir de là, donc, cette petite société, la Société du Mont Pèlerin, s'est mise à fonctionner sous un mode qui est pas loin du mode du prophétisme religieux, une sorte de secte, si vous voulez, qui a cherché, comme le disait Hayek, à promouvoir une utopie et qui a si bien réussi qu'elle a inventé la religion qui s'est mondialement imposée, qui s'appelle, que j'ai appelé donc le divin marché, ordre spontané, si parfait qu'il doit absolument être tenu à l'égard de toute tentative humaine de régulation. Eh bien, ces affranchis, Société du Mont Pèlerin, ont souterrainement diffusé l'idée néolibérale avant que celle-ci ne s'empare officiellement du monde pour le reconfigurer entièrement à partir des années 1980. Comment ? Parce que 2 think tanks issus de la Société du Mont Pèlerin ont joué un rôle décisif dans les arrivées au pouvoir et le programme de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne en 1979 et de Ronald Reagan aux États-Unis en 1981 ans plus tard. Ce qui a marqué donc un tournant dans la conduite des affaires du monde. Je crois, sur un autre aspect, que l'extrême intérêt théorique de Mandeville est qu'il permet de jeter un pont entre Marx et Freud. Marx connaissait bien Mandeville, n'a pas été occulté. Mandeville n'a pas été occulté par Marx. Et pourquoi ? Parce que Marx et Freud ont travaillé tous les deux la question du fétichisme. Pour Marx, c'est la question du fétichisme de l'argent. Et l'extrême intérêt de Mandeville, c'est qu'il permet de reprendre une question laissée en panne depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années par ce qu'on a appelé des penseurs freudo-marxistes, notamment l'école de Francfort, Marcuse, Adorno, Horkheimer, etc., qui ont buté sur une question dont ils annonçaient sans cesse la résolution et qui n'a jamais été réglée. C'est de mettre en lien la division subjective, les hommes ne sont pas là où ils pensent, il y a du conscient et de l'inconscient, avec la division en classes de la société. Et donc, aller chercher Mandeville, je pense que ça devrait permettre de réveiller les freudo-marxistes de leur long sommeil ou de leur long coma traumatique. Parce que, tout simplement, ils croyaient cette synthèse entre division subjective et division en classe de la société à portée de main, et ça n'est jamais venu. Or, c'est justement par la notion de fétichisme qu'on peut lier ces deux auteurs. Vous savez que les névrosés ont le fantasme, les pervers ont le fétiche.
Et justement, cette notion de fétichisme est extrêmement importante. Parce que Marx parle du fétichisme de la marchandise et de l'argent, et Freud aborde la question du fétichisme dans l'analyse des perversions sexuelles, qu'il a développé à partir des travaux donc, de Krafft-Ebing, la Psychologia Sexualis, de 1886. Mais comment lier ces deux types de fétichisme? On ne peut pas. En tout cas, l'école de Francfort s'est cassé les dents sur la question. Or, ce petit texte oublié de Mandeville donne, à mon sens, des pistes nouvelles, car il introduit une question laissée de côté par Freud, non pas les perversions sexuelles, mais les perversions sociales. Il permet de penser que le fétiche de la troisième classe, dont parle Mandeville, c'est-à-dire aujourd'hui l'hyperclasse financière, c'est l'argent. Pourquoi ça serait un fétiche, l'argent? Voici trois qualités principales qui permettent à l'argent, dans les sociétés capitalistes modernes, de fonctionner comme fétiche. Vous savez, ça a toujours existé, des féticheurs dans les sociétés. Autrefois, dans les sociétés traditionnelles, il y avait des féticheurs qui, avec un petit objet magique, agitaient leur objet et ça faisait tomber de la pluie, ou tomber quelqu'un malade, ou guérir quelqu'un, etc. C'est ça un fétiche, c'est un objet magique. Et bien là, l'objet magique de notre époque, c'est l'argent. Et c'est un fétiche parce que, et même un super fétiche, parce qu'il possède trois qualités principales. La première, c'est qu'il peut être dissimulé. Par exemple, aujourd'hui, par l'optimisation et l'évasion fiscale. De sorte que celui qui le possède peut continuer à apparaître comme les autres, ceux qui ont accepté de renoncer à satisfaire toutes leurs appétences, par exemple en payant leurs impôts. Et donc ça leur permet ainsi de jouir du plaisir de paraître vertueux. Deuxième qualité qui font de l'argent un fétiche. L'argent, c'est le grand équivalent général qui permet de tout acheter, et surtout toutes les jouissances. On pourra reprendre cette question-là. Troisièmement, l'argent possède la qualité extraordinaire, celle de pouvoir s'auto-engendrer. C'est ça une qualité magique, l'auto-engendrement de l'argent par l'argent. Marx avait déjà repéré ceci quand il disait que l'argent pond de l'argent. L'argent fait de l'argent. Par exemple, vous voulez un exemple? Voici un. Par exemple, la fortune de M. Bernard Arnault, qui a longtemps été expatrié fiscal, n'est-ce pas, dans le but, en Belgique, dans le but de ne pas payer des impôts en France, possédait un patrimoine de 72 millions de dollars en 2018, et un an plus tard, il est passé de 72 en 2019, de 72 à 100 millions de dollars, devenant ainsi la troisième fortune mondiale. Milliard. Pendant ce temps-là, ma retraite de professeur des universités a diminué de 5%. Bon. Et je crois que les thèses de Mandeville permettent de comprendre que le but de la troisième classe, l'hyperclasse financière, c'est tout simplement quelque chose comme la richesse infinie. L'idéal, la richesse infinie. Alors je voudrais terminer sur les points suivants. Eh bien, c'est qu'on sait aujourd'hui que le projet mandevillien pour passer de la pénurie à l'abondance a, d'une certaine façon, parfaitement réussi. Les toujours derniers travaux de Piketty permettent de dire, entre les pages 45 et 50, que le monde en 2020
est globalement 100 fois plus riche que celui de 1700. Pourquoi? Parce que nous sommes passés de 650 millions à 7 milliards, 10 fois plus, et que le revenu moyen dans le monde, moyen, hein, je dis bien moyen, je ne parle pas des différences extrêmes, est de l'ordre de 1 000 euros par mois. Donc 10 fois plus de monde, 10 fois plus riche, ça fait un total de 100 fois plus riche. L'augmentation de l'espérance de vie est passée de 1700 à 25 ans à 70 ans, et à peu près 70% de la population dans le monde, au lieu de 10 ou 15%, est aujourd'hui alphabétisée. Donc ça a très très bien marché, le projet mandevillien. Nous sommes dans un monde mandevillien, je l'ai assez dit. Il n'y a qu'un modeste prix à payer pour ce prodige. C'est des inégalités de patrimoine énormes. Vous savez que les 10 personnes les plus riches du monde possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc le patrimoine de 10 est égal au patrimoine de 3,5 milliards. Et puis, le deuxième prix à payer, c'est tout simplement la destruction du monde. Pour que le marché marche, il faut que tout ce qui peut être exploité le soit, sans aucune retenue. Et le résultat est manifeste. Le monde n'est plus qu'un immense complexe de ressources à exploiter de façon rationnelle et industrielle. Et quand on exploite à outrance le monde, évidemment, on le salit peu à peu et on le détruit irrémédiablement. Tout doit être exploité. Il faudra excaver des pays entiers pour chercher des terres rares, du lithium, que sais-je, etc. Alors, si je le disais ceci de façon un peu plus psy, puisque j'ai parlé de pervers, de fétichisme, etc., je le dirais de la façon suivante. Le pervers capitaliste cache le trou du monde, son manque, la pénurie permanente, caractérisant donc les modes de production antérieurs, en y posant le super-fétiche argent. Je dis ça parce que, dans la théorie freudienne, le petit qui ne veut pas que sa mère le laisse tomber pour un autre homme pose sur le sexe de la mère le fétiche d'un pénis. Quelque chose qui représente un complément phallique pour dire, ouais, elle n'a pas besoin, elle a ce qu'il faut, donc laissez tomber, quoi. N'allez pas la voir. Donc, je répète, le pervers capitaliste cache le trou du monde en y posant le super fétiche argent. Mais ce faisant, il couvre le monde d'immondices, ce qu'on appelle vulgairement de la merde. Car l'argent, ça c'est Freud qui l'a révélé, l'argent c'est de la merde. C'est de la merde parce que la merde c'est de l'argent. C'est une équivalence qui remonte à la phase anale, où l'enfant est celui qui dit en quelque sorte, vous savez l'enfant, on sollicite pour que il donne son excrément. Eh bien l'enfant s'installe dans une position qui peut être une position, on a dit, sadique anale. Je te donne ma merde si tu me donnes un cadeau. Puis ce cadeau contre un autre objet. Puis cet objet contre de l'argent. De sorte que derrière toutes les transactions humaines perdure une sorte de vieille transaction archaïque. Et bien lorsqu'on tombe sur un texte de Freud de 1908, quand je suis tombé là-dessus, j'ai repensé évidemment à Mandeville, celui qui a montré la voie pour devenir riche, pour produire de l'argent. J'y ai pensé à la lecture de ce passage. L'or dont le diable fait cadeau à ses adorateurs se change en excrément après son départ. Eh bien, nous y sommes. Notre monde est devenu immonde, il est saturé de pollution et d'immondices. C'est aussi le prix à payer de la réussite du projet mandevillien. J'ai encore quelques temps. C'est fini. 2 minutes ? Bon, alors 2 minutes.
je termine ce livre par un commentaire d'une œuvre qui m'avait complètement sidéré lorsque je l'avais vue au Centre Pompidou de Paris, qui est une œuvre qui a été créée par l'artiste belge Wim Delvoye. L'œuvre s'appelle Cloaca. Cloaca, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Cloaca, c'est une machine industrielle que Wim Delvoye a bricolée, qui donc représente un espèce de cylindre transparent de 13 mètres de long, je crois, et de 3 mètres de diamètre. C'est séparé dans une certaine 4 ou 5 cases. Il y a des fluides, des liquides qui passent de l'un à l'autre, etc. Et on met au début de la machine un repas. Tout est digéré, effectivement, et à la fin, ça produit une merde. Et donc, on emballe l'excrément sous vide, et on le marque d'un logo qui pastiche ceux de Ford et de Coca-Cola. Ça se conserve, et ça peut devenir le début d'une spirale spéculative, cette merde. Et de fait, ça marche. Les premiers étrons vendus sous vide ont été vendus 1 000 € chacun, en 2000. Ils en valent 10 000 aujourd'hui. Et en plus, la machine elle-même fait l'objet d'obligations en bourse. Et j'analyse donc cette œuvre comme une métaphore parfaite de cette conversion de la merde en argent et de l'argent en merde qui se trouve au cœur du capitalisme. Voilà, je vous remercie.